Aujourd'hui, le JT du Off donne la parole au Théâtre du Balcon. Son directeur, Serge Barbouchia, a réuni pour l'occasion les artistes de Little Boy et de En avoir ou pas. Place donc à une conversation intime entre eux autour de l'idée de la crise. Oui, alors moi c'est vrai que j'ai pour habitude, puisque je partage mon théâtre avec d'autres compagnies pendant chaque festival depuis 30 ans, de chercher des spectacles qui peuvent résonner avec ma création. C'est important pour moi parce que chaque fois que je viens proposer un spectacle, c'est un spectacle qui dit des choses, j'ai besoin du sens. Et ce sens, puisque je dois partager mon espace, je souhaite que je puisse aussi partager le sens avec d'autres artistes qui, de leur côté, ont imaginé des projets qui pourraient venir, qui sont un peu cousins du mien. Alors, sans que ce soit la même chose, on ne va pas proposer 3 fois le même spectacle, mais soit ça vient compléter, soit ça vient amplifier, en tout cas, j'ai besoin de cela. Et donc, on voit toujours dans toutes mes programmations au moins 2 ou 3 propositions qui viennent un petit peu enrichir ma proposition. Cette année, j'avais eu l'occasion d'abord de voir le spectacle qu'a fait Olivier Roda, donc a mis en scène. C'est un artiste que je connais depuis longtemps puisqu'il est venu jouer à maintes reprises au Balcon. Et j'ai pu aller voir sa création d'un texte de Rémi Devos. Alors c'est vrai que ce qui m'a plu aussi, c'est que les 2 propositions que j'ai aujourd'hui sont des textes d'auteurs contemporains, d'auteurs d'aujourd'hui. Et pour moi, je suis très sensible à ça. J'ai besoin aussi de ces écritures d'aujourd'hui qui font que ce qui s'écrit aujourd'hui, c'est sans doute ce qui intéressera plus tard. C'est déjà, c'est donner du sens à l'avenir, quoi. En tout cas, faire un pari sur l'avenir. Et donc, j'avais vu cette pièce sur le monde du travail, et je trouvais que cette pièce, dans ce qu'elle exprimait sur le problème de la crise, sur à quel point le travail peut devenir véritablement l'absence de travail, on le voit aujourd'hui. Nous, les artistes, comme on est touchés par ces problèmes-là, dans une société où il y a près de 4 millions de chômeurs, comment se poser la question du partage du travail, du partage... voilà. Et je trouve que la pièce qu'a proposée Olivier vient vraiment répondre à un certain nombre de questions, mais je te laisserai la parole, hein, parce que je pense pas. Ça, c'était pour la première. Et donc ça, c'est En avoir ou pas. C'est Rémi Devos, un auteur que je connais, que j'ai déjà eu l'occasion de l'accueillir au Balcon. Voilà, c'était donc très intéressant pour moi de les avoir à mes côtés pour cette création. Et puis ensuite, il y avait Régis Bacos qui m'a proposé une pièce qu'il a écrite lui et dans laquelle il joue. Et donc il s'agit de Little Boy. Little Boy, pièce qui traite à la fois du nucléaire, qui finalement pose plein de questions, qui pose à la fois la question du nucléaire, la question du crime organisé, parce qu'au fond, moi j'étais très touché quand il dit on tue, on ne vole pas une banque, on est un criminel, mais si on tue 150 000 personnes, on devient un héros. Ça m'a rappelé d'ailleurs une très belle phrase de Victor Hugo lorsqu'il parlait de la guerre de Serbie. Il parlait de César ou de nombre de gens qui ont été perçus par leur peuple comme des héros alors qu'ils n'étaient que des criminels. Voilà. Donc cette pièce me touchait beaucoup. Je l'ai vue hier soir puisqu'elle était créée au Balcon, j'ai pas eu l'occasion de la voir. Et j'avoue que je suis très fier qu'elle soit au Balcon parce que je trouve que c'est un texte très fort qui vraiment nous parle aujourd'hui. Il est vraiment d'une puissance et d'un réalisme sur notre époque qui est à la fois terrible et en même temps qui nous fait réfléchir. Et je crois que les 3 pièces
les 3 pièces que nous avons, puisque nous proposons cette année Chant d'exil avec ma complice Aïnou Iften et Yvonne Anne, sont des pièces qui peuvent divertir, qui ont peut-être la possibilité de divertir, mais qui sont surtout des pièces qui avertissent. Et l'avertissement, je pense, au théâtre est une utilité absolue. Voilà. Je pense que plutôt qu'un théâtre qui divertit, il faudrait chercher du théâtre qui avertit. Maintenant, je vais laisser peut-être, alors Olivier, peut-être tu pourrais me donner... Déjà, je rebondis sur une chose intéressante, c'est-à-dire d'auteurs contemporains. Moi, Rémi DeVos, je ne le connaissais pas. En fait, on a appris à le connaître puisqu'il suit notre travail maintenant. Au début, déjà, pour la petite information, c'est qu'il refusait la proposition que je voulais faire avec la compagnie, c'est-à-dire de faire un montage de ses textes. C'est-à-dire que ce n'est pas une pièce qu'il a écrite. On a intitulé ça En avoir ou pas, mais c'est un montage de textes tiré de débrayage, entre autres, qui a été écrit en 93, et c'est ça qui est intéressant, et que moi j'ai voulu mettre en parallèle avec un autre texte qu'il a écrit, qui s'appelle L'Intérimaire, qui a écrit en 2007. Et moi, ce qui m'avait touché, c'est que ce texte, je l'avais découvert il y a très longtemps. Sa découverte, c'était les éditions Cratère, d'ailleurs c'est introuvable aujourd'hui. Ça n'existe plus, mais ça a été réédité. C'est un ami à moi qui a démarré au balcon, qui a créé les éditions Cratère. J'avais trouvé ça par hasard, je ne sais plus dans quelle librairie de cette ville, il y a quelques années, il y a longtemps. Et c'est à la constitution de notre compagnie où j'ai ressorti ce texte en me disant, bon voilà, maintenant notre compagnie est créée en 2009, voilà, on est dans une espèce de précarité, il y a la peur qui va s'installer, voilà, c'est-à-dire est-ce que d'un seul coup on va réussir dans cette jungle qui est celle du théâtre aujourd'hui à pouvoir vivre et essayer de faire ce qu'on a envie de faire et s'exprimer autour de thématiques qu'on a envie justement de montrer au public. Et on était parti sur une petite forme, voilà, une aire de jeu tout-terrain, et on a créé ces textes. Et Rémi, à la rencontre, d'un seul coup, a été assez satisfait de la proposition de ce pseudo-collage qui, pour lui, à la base, ne menait pas à grand-chose. Mais moi, je lui ai juste dit que ce que je trouvais intéressant, c'est que ce texte étant écrit en 92, 93, c'est incroyable de voir à quel point, en 2007, le texte est écrit, il n'y a aucune rupture stylistique, mais non plus, il n'y a même pas de rupture thématique, c'est-à-dire de voir à quel point Rémi, même sur certains sujets, est presque avant-gardiste, entre guillemets, sur toutes les choses qui aujourd'hui nous paraissent complètement communes, c'est-à-dire le harcèlement au travail. Aujourd'hui, bon, voilà, on en parle beaucoup, mais dans les années début 90, c'était un peu plus tacite, on en parlait moins facilement. Et voilà, je me suis dit... voilà, ça n'a pas bougé d'un iota en fait. Et c'est même pas aujourd'hui Rémi regarde la conjoncture actuelle et décide d'écrire quelque chose autour de cette thématique qui est en avoir ou pas, c'est-à-dire du travail. Nous on est parti du postulat que ce qui est terrible c'est de voir aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui à quel point le travail est une façon de contrôler les gens. Et qu'en avoir ou pas, voilà pourquoi on a intitulé ça, qu'est-ce que ça peut pousser comme... ça crée une frontière où d'un seul coup la peur de l'exclusion, la peur du spectre du chômage qui est là, qui est en train de nous menacer, pousse les êtres humains à des comportements vraiment extrêmes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça n'a pas bougé, voire même ça s'est amplifié. Et la grâce de Rémi DeVos, c'est d'en rire. Et il cite souvent Beckett en disant comme qu'il n'y a rien de plus drôle que le malheur, c'est la chose la plus comique au monde. Et nous, ça a été essayer de faire entendre ces choses d'actualité avec le rire qui, pour moi, c'est une espèce de rire qui est quand même un exutoire à la folie, à l'absurdité. Enfin, c'est pas un simple rire, c'est un rire aussi qui d'un seul coup nous pose des réflexions. Enfin, le but c'était de me dire, le rire c'est peut-être une des meilleures façons aussi, quelque part, de pouvoir regarder nos peurs. D'une certaine façon de les assumer, de les voir. Voilà, et ça c'était aussi je dirais c'est la grâce de Rémi qui jongle entre cette comédie et ce tragique. Voilà, c'est une espèce de tragique comédie, d'écriture tragique et comique. Et voilà, c'est un peu tout ça qui fait qu'il y a la thématique, mais il y a aussi un auteur. Ça, moi, je ne le nie pas. Je pense que moi, en tant que... J'essaye de rester à ma place, c'est-à-dire que je ne suis pas militant. Je suis un comédien, un metteur en scène, et je prends des sujets qui m'intéressent, et j'essaye de trouver des auteurs et Rémi DeVos, il écrit en poète, hein, dans En avoir ou pas, hein, il écrit une langue débridée, claire, des personnages qui sont englués, qui sont dans des situations extrêmes, dans un système qu'ils sont en train de dénoncer, et en même temps ils deviennent les propres promoteurs de ce système qu'ils dénoncent et qui les broie. Mais il écrit une espèce de langue, un langage débridé, et c'est ça aussi qui m'intéresse avant tout, c'est de rester dans quelque chose de l'artistique. Voilà. Voilà.
Régis? Eh bien oui, le rire, le travail et l'exil. Voilà, c'est peut-être le lien avec tout ça, quoi. Le travail, dans ce que disait Serge sur le largage de la bombe atomique, il y avait souvent ça, ce qu'on disait à ce pilote, là, en fait c'est le pilote qui a donné, le pilote de l'avion météo, qui a dit allez-y, lâchez la bombe, et qui ensuite a eu un sentiment de culpabilité assez terrible, qui l'a poussé à faire un peu n'importe quoi parce qu'il voulait être coupable. Et on lui disait souvent, mais non, vous n'êtes pas coupable, vous avez fait votre travail, c'est ce que vous avez fait. Et alors le rebondissement sur la crise existentielle aujourd'hui, c'est la question du travail avec tous les métiers. J'ai rencontré, là, c'était il y a 3 mois, des avocats, des jeunes gens qui sont avocats et qui ont été pris dans des cabinets d'avocats où leur travail c'est de licencier les gens, de s'occuper en droit du travail, ce qui arrive beaucoup avec les différentes formes de rachat par des fonds de pension, d'entreprises ou de fusion, acquisition. Il y a énormément, de plus en plus se développe cette question de ce nouveau métier d'avocat, comment licencier des gens, les refourguer ailleurs, mais ils font leur travail. Je crois qu'ils s'en rendent plus compte. Bon, de toute façon, ils ont un travail, sinon ils n'en ont plus. S'ils font pas ça, s'ils refusent de faire ça, bon, au bout d'un moment, et moi, je les connaissais un peu, mais je savais pas qu'ils faisaient ça, quoi. Et en fait, ils en sont ni fiers ni pas fiers, ils font leur travail, comme le pilote qui a lâché la bombe et qui a causé 150 000 morts, plus des centaines de milliers de personnes irradiées. Donc ouais, la question du travail, elle revient souvent, mais vous avez fait votre travail, et lui, il veut se débarrasser de ça, de cette conscience de culpabilité, en disant, mais non, je n'ai pas fait mon travail, j'aurais pu dire non. Bon, il n'a pas dit non, comme il dit, parce que Dieu avait fait le beau temps ce jour-là, et puis ici, la question religieuse. Et puis la question de l'exil, comme j'avais fait une adaptation de La vie de Galilée de Brecht, c'était aussi pour poursuivre sur le nucléaire, puisque Brecht avait écrit la vie de Galilée, sa dernière pièce, il avait réécrite après Hiroshima. Donc là, c'était une manière de prolonger la réflexion de Brecht sur quelque chose d'encore plus actuel, sur la lâcheté, la culpabilité, la responsabilité, puisque dans La vie de Galilée, Brecht, il fait de Galilée un lâche qui a trahi sa profession à cause de ma lâcheté face à l'Église et à l'autorité au XVIIe siècle. Aujourd'hui, les physiciens se sont rendus coupables, et les plus grands, en 1945, pour permettre le développement de la bombe. Et puis il y avait aussi quelque chose qui a rejoint la pièce de Serge, incidemment, c'est la question de l'exil, puisque Brecht a été un de ceux qui a été le plus en exil parmi les auteurs assez connus, et il avait rencontré aussi en exil, d'abord en Allemagne, Günther Anders, qui est le philosophe, c'est le premier mari d'Hannah Arendt, qui avait correspondu avec ce pilote américain qui avait donné le feu vert au largage de la bombe. Ils ont correspondu 2 ans, donc c'est à partir de cette correspondance que j'avais écrit cette pièce. Et tous les deux, ce qui était, pour revenir sur la question du rire, donc il y a pas mal de moments où, oui, évidemment, il faut en rire, parce que pour moi, bon, c'est le théâtre, et contrairement à ce que disait Serge, même si je ne pense pas qu'il voulait dire ça, mais le théâtre, c'est une phrase de Brecht, le théâtre est du divertissement. Il s'agit de savoir quelle forme de divertissement nous agrée ou est intelligent aujourd'hui par rapport à notre ère scientifique, mais d'abord, la fonction la plus généreuse et essentielle du théâtre, c'est le divertissement, c'est le plaisir. Et évidemment, chez Brecht, c'est pour retrouver des thématiques assez difficiles. Mais oui, le théâtre doit divertir et donner à penser. Je ne suis pas certain parce que... Sinon, si on ne se divertit pas, on ne sort pas. Voilà, pour moi, c'est ma position. Elle est que pour moi, d'accord? C'est pas une fonction générale. Mais je termine. Et donc, voilà. Et après je te donne la parole, c'est qu'il y a aussi... On converse, hein, l'idée c'est de converser. Non mais c'est important d'en parler parce que ça fait partie de questionnements. Moi j'ai pas de réponse toute faite. Et je crois que cette idée du divertissement, elle peut poser un problème aujourd'hui parce que je le vois moi en tant que compagnie, toute la difficulté qu'on a à imposer des spectacles qui font réfléchir. Comme si la réflexion était une punition. Et moi, ça m'ennuie de plus en plus, parce que pour moi, le théâtre qui ne fait pas réfléchir est un théâtre qui est vidé de son sens profond. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de dire, on peut divertir, pourquoi pas, mais on doit avertir, et on doit surtout ni donner de réponse, parce que les réponses, à mon avis, c'est la pire des choses, on devient des militants. On n'est pas là pour imposer une réponse, mais on est là pour pouvoir prendre toutes les questions et essayer de trouver les questions les plus fondamentales et celles qu'on n'imagine pas au départ. Donc il faut aller chercher la question la plus difficile à trouver.
Et donc le théâtre est avant tout une question. Non, c'est un Si spectacle, cette question, Serge, c'est un spectacle. évidemment c'est un spectacle, mais là on parle de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Si tu te renseignes pas sur toi-même en tant que spectateur, si tu n'es pas un spectateur même du spectacle que tu vois, il manque quelque chose. Le spectateur a l'obligation d'être debout. On lui donne des sièges, d'accord, mais il doit être debout face au spectacle. Il a, je sais pas, enfin on peut en parler, voilà, moi je donne un point de vue, hein, mais c'est une réflexion, on peut justement, c'est intéressant d'en débattre. Moi, je pense que ça dépend de se mettre d'accord sur le terme de divertissement, c'est-à-dire que c'est un peu un bougigogne dans lequel, si on prend déjà son origine, est-ce que c'est une façon de détourner, mais est-ce que c'est détourné pour justement faire oublier l'essentiel? Et ça, moi je suis d'accord, je te rejoins, ce terme-là ne me convient pas. Après, je pense que toi, ce dont tu parles, c'est la notion, enfin, si on en revient au rire, c'est ton point de départ, enfin, c'est la notion de peut-être un aspect de rendre accessible peut-être une question, comme dit, je suis d'accord aussi, c'est ce point d'interrogation, une question importante, mais en essayant d'être accessible, entre guillemets, mais ça veut dire, voilà, passer par le rire ou pas, je sais pas Forcément accessible, pas forcément Je accessible. pense que plus on cherche à être compris, oui, je suis d'accord. plus on cherche à aller vers quelque chose de trop facile à comprendre, plus on diminue la proposition. Ce qu'il y a d'important dans le théâtre, c'est ce qui nous échappe. C'est cette part d'humanité qui tout à coup, parce qu'elle nous échappe, elle apparaît comme une nécessité absolue dans le miroir qu'on impose aux autres. Si on n'a pas ça, on perd quelque chose. Je veux dire, il faut qu'il y ait le précipice entre nous et ce qu'on défend. Si on n'est pas dans un vrai danger, dans un vrai moment où on peut échapper quelque chose, eh bien je pense qu'on a perdu quelque chose. Et surtout dans des thèmes comme les nôtres, où bien sûr on convoque aussi l'humour, parce qu'on a tous les trois de l'humour. Donc pourquoi on arrêterait d'en avoir dans nos spectacles? Mais même si on convoque l'humour, on n'est pas là pour être des spectacles d'humour, on est là d'abord parce qu'on a quelque chose de profond qui nous dérange et qui nous oblige à jouer, qui nous oblige. Moi, je n'ai pas envie de jouer. Moi, je préférerais ne rien faire. La première chose que j'adorerais, c'est ne rien faire. Mais si je me lève tous les matins pour ouvrir un théâtre, pour jouer, c'est parce qu'il y a quelque chose de profond en moi qui a besoin de s'exprimer. Sinon, je ne viens pas. Je reste dans mon jardin. Ce matin, j'étais dans mon jardin. Et je peux te dire que les arbres me parlent très bien. On a un super dialogue. Donc, on n'a pas besoin de ça. Tu parles aux arbres. Évidemment. Ah bon, on apprend. Voilà. Et ils se divertissent. C'est le seul moment où on a beaucoup d'humour tous les deux. Mais justement, lorsque nous avons on prend 10 spectateurs qui vont voir des spectacles, si on en prend sur les 10, il y en a 5 qui vont voir des spectacles avec du fond et 5 autres qui vont voir avec des choses plus légères, il faut mettre qu'au bout d'une semaine, ceux qui vont voir les choses un peu plus légères ne se souviendront pas du spectacle. C'est-à-dire qu'ils auront passé un beau moment de divertissement, ils auront passé une bonne heure, 1 heure et demie à se dire c'est sympathique, c'est agréable, mais au bout d'une semaine, ils n'auront pas de choses qui vont rester. Alors que les autres qui auront vu un spectacle où il y a du fond, où on peut rire également... Ou même parfois quand ça divise, on a plus d'impact. Exactement, quand ça divise. Moi je préfère un spectateur qui me dit j'ai détesté parce que quelqu'un qui me dit oui. Ouais, bof. Oui, mais le pire, ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui dit je me détestais parce que je me suis ennuyé. C'est tout ce que je veux dire. Oui, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, donc c'est pour ça que accessible, pas forcément. Moi, j'amène aussi, je m'occupe de l'option théâtre à Clichy-sous-Bois, où j'amène les jeunes de Clichy au théâtre. Et le principal, c'est qu'ils sortent de là, quels que soient les sujets. Enfin, en général, je choisis des thématiques politiques et un peu difficiles, mais à chaque fois, c'est monsieur, c'est trop bien le théâtre, c'est mieux que la télé, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Même s'il y a des moments où ils n'ont pas compris, mais de toute façon, c'était tellement la fête, ou c'était tellement barré, il y avait du décalage, que donc des fois, c'est pas forcément accessible, mais que voilà, qu'on n'oublie pas que c'est pas que de la littérature, le théâtre, alors ça complète. Mais tu es là pour les conduire aussi, c'est ça qui est bien. Si à un moment donné, tu es là aussi pour introduire ça, et ça, c'est super. Voilà. Parce que ça reste une éducation, le spectacle. On ne peut pas amener quelqu'un qui n'a jamais vu un spectacle 3 heures sur une pièce très compliquée. Ça reste une éducation. Et c'est pas un mauvais mot. Je pense que on les amène chacun à voir des choses de plus en plus précises, etc.
Ouais, moi j'entends ce que tu dis, c'est partagé par beaucoup de gens, mais moi ce que je fais avec les jeunes, c'est que je ne veux pas les rendre, les polisser, les éduquer, être polis à un spectacle. Je pense qu'un spectacle, en tant que tel, il doit être accessible aussi bien à un public qui va au théâtre, un public qui a l'habitude, qu'un public de novices. Et si le théâtre, alors évidemment la littérature c'est autre chose, Oui. La littérature c'est autre chose, mais pour moi le théâtre c'est d'abord un spectacle. Et donc voilà, avec tout ce qu'il y a dans le mot spectacle, c'est pour sortir, c'est pour, voilà, pourquoi on sort, si c'est pour penser, moi je reste derrière mes livres, tu vois, donc il y a cette notion de spectaculaire, et ensuite dans lequel tu peux faire tous les sujets les plus difficiles qui soient, les problématiques les plus difficiles, mais d'abord ça doit être, voilà, ça doit être aussi bien tenir les deux bouts, c'est-à-dire le bout d'un public éduqué au théâtre et aussi d'un public qui y va pour la première fois. Alors c'est difficile, c'est un petit peu utopique ce que je dis parce que ça exclut pas mal de pièces, et je le sais bien, mais bon, c'est ce que je voulais dire en simplifiant. Le principe même d'éducation, c'est que le spectateur doit savoir qu'il doit se taire. Ça paraît tout Totalement. bête, mais c'est pas dans tous les pays. Moi j'ai pu jouer dans des pays où c'est pas aussi simple. Donc il sait qu'il applaudit. Il sait qu'il y a un minimum. Il y a un minimum de règles qui peuvent d'ailleurs, ces codes peuvent être transgressés. Mais transgresser, ça veut dire connaître. Tu ne peux pas transgresser si tu ne connais rien. Donc forcément, il y a un minimum d'éducation. Le théâtre, c'est quelque chose qui s'exprime dans une civilisation. C'est un art d'une civilisation et correspond à une civilisation. Il n'y a pas de, chaque civilisation a son type de théâtre. Nous revenons aujourd'hui, depuis peu, les scénographes ont totalement changé l'esprit du théâtre. Les théâtres que nous avions au siècle dernier étaient des théâtres qui divisaient les classes sociales, où il y avait des loges, je veux dire, parce que la société était suffisamment divisée, et elle ne supportait pas de se retrouver aux mêmes endroits ou à part égale face au spectacle. Donc il y avait division, les scénographes avaient imaginé la division. Au théâtre grec, il n'y avait pas la division. On revient aujourd'hui au théâtre grec, où le public est amené à être... Donc, je veux dire, les codes existent, les transgressions existent, on ne peut pas imaginer qu'on n'a pas les deux. Et donc, toujours, tout est difficulté de trouver ce qui existe et ce qui transgresse. Et il faut toujours essayer de trouver la transgression. Parce que s'il n'y a pas la transgression, le théâtre finit par être un théâtre ou opportuniste ou bourgeois, finalement, un théâtre qui fait plaisir, mais qui ne... Il faut qu'il y ait... Le théâtre est forcément politique. Voilà. Moi, je pense qu'un théâtre qui n'est pas politique, ça n'existe pas. Le théâtre a une notion politique, il est une parole face aux citoyens, et il exprime quelque chose. Je veux dire, les 3 pièces que nous avons sont totalement dans cet esprit-là. Après, évidemment, chacun avec sa personnalité. Moi, j'avais Brecht. Hein. C'est pareil, j'ai découpé Brecht. Bon, moi, il m'a rien dit. Oui, t'as pas eu... Il m'a pas dit. C'est l'avantage. Il m'a dit, c'est très bien, tu as raison. Fais ça si comme tu parles ça. aux arbres, tu peux parler aux tombes aussi. Tu as le pouvoir. Tu sais, tu peux parler à chaque fois que tu crois à l'autre, tu peux parler. Voilà. Donc, tu parles bien au public. Quelquefois, il n'y a personne en face de toi. Hein. Non, mais sur ce que tu disais, sur la fonction politique du théâtre, de l'assistance, de la division, etc., il y a une violence symbolique qui est absolument terrible et politique. Quand tu vois la composition sociologique du public de théâtre, c'est pour ça que j'insiste sur le divertissement, quitte à trahir des choses, quitte à simplifier, quitte à dire n'importe quoi, ou à simplifier en vulgarisant. Et ça devient de plus en plus insupportable de voir les théâtres. Enfin, les théâtres, c'est toujours la même classe bourgeoise qui se reproduit entre elles, qui se retrouve là. Donc il faut, comment on peut éviter cet écueil entre les one-man shows et les pièces de merde, ou voilà, avec ce fameux Mon cul sur la commode qui n'a jamais été monté d'ailleurs. Tu peux avoir quand même ça. Ouais. Et donc tu vois, entre ça... C'est dommage d'ailleurs, parce qu'on commençait à avoir des idées sur nos... Mais ça va venir d'ici la fin du festival, on va faire une pièce politique. Mais je trouve Brecht, il a très bien compris, parce que dans ses discours, des fois de théâtre, mais un peu difficile, tout à coup ces personnages qui se mettent à chanter et apporter un divertissement, une ouverture en tout cas, dans le sens où voilà, il y a de la musique, ça chante, c'est gai. Je trouve que ce passage du parler, du chanter, du texte politique et peut-être même difficile quelquefois à entendre comme ça, et cette ouverture complètement incroyable tout à coup sur, on ne sait plus où on est, musicaux, voilà.
la trouve très juste et très importante pour le spectateur, le divertissement. Mais il y a aussi, alors c'est pas dans nos propositions de cette année, nous n'avons pas ça, mais il m'est arrivé d'être très touché par des spectacles qui me désorientent totalement, où la forme est d'une telle force et où je n'ai plus totalement le sens, mais où finalement le sens il vient bien après la forme. Et dans la proposition, mon cerveau il est plus totalement ouvert à ce qui se passe et j'ai une émotion par contre extrêmement forte qui arrive. Donc ça c'est aussi très important que le théâtre n'est pas uniquement un théâtre qui résonne ou qui fait comme on nous a appris d'ailleurs quand on était à l'école, une introduction, un développement, une conclusion. Ça peut être totalement autre chose, ça peut être un coup de poing, ça peut être quelque chose de complètement chorégraphique, ça peut être des choses qui te bousculent à un point que tu n'avais pas imaginé. Et le fait d'être bousculé vient chercher en toi autre chose. Et tu te retrouves, c'est pour ça qu'on est forcément, chaque spectacle, c'est une nouvelle aventure. Il n'y a pas... il faut accepter toutes les propositions. Tu voulais parler Non, oui, c'était pour aller dans ton sens. C'est effectivement, il y a la notion de divertissement qui peut aussi ouvrir à plus large. Il y a aussi cette question, cette particularité du théâtre qui est celle de toucher au sens, au sensoriel. Et que par cet endroit-là aussi, on arrive à toucher des gens sans avoir besoin d'éduquer ou d'aider à porter des gens. Quand ils arrivent vers des formes très spéciales comme ça, qui pourraient paraître difficiles d'accès, si au-delà du littéraire, au-delà de tout ce qu'on dit, on est vraiment sur aussi pas du sensoriel, à l'œil, à l'oreille, enfin, la vibration qui se passe en direct, je pense que voilà, ça passe et ça reste des expériences inoubliables pour les gens qui n'y sont peut-être jamais allés. Et voilà. Tout à fait. On est loin de la crise là, ou alors c'est la crise artistique. Justement, quand on parlait de crise, moi je voulais me jeter un peu un pavé dans la main tout à l'heure quand tu parlais de la division qu'il n'y a plus maintenant entre la classe bourgeoise, qu'il n'y a plus dans le public. Il y a quand même une division dans le théâtre qui s'appelle le public et le privé, malheureusement. En France? Oui, je parle en France, tout à fait. Oui, elle est de moins en moins... on voit bien que le privé va vers le public va vers le privé, donc cette division, elle a tendance, et tant mieux. Ici, il y a le in et le off. Ah oui, il y a de toute façon, l'homme aime la frontière. C'est dommage, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, on se parque même dans nos maisons. Dès qu'on achète un bout de terrain, on clôture. Donc on comprend bien que la frontière, c'est la chose la plus extraordinaire dans l'esprit de l'homme. Tu vois, si vous pouvez clôturer son cerveau, ça serait très bien. Tu vois. Donc c'est peut-être ça qu'il faut essayer de réfléchir. Au théâtre, moi je déteste appartenir au in, au off, ça m'ennuie énormément parce que je ne comprends pas tout ça. C'est quelque chose qui est de plus en plus difficile d'appartenir à quelque chose. Non, mais surtout que le public ne comprend pas. C'est-à-dire qu'à part, et là je vais reprendre mon terme initié, à part les gens vraiment initiés, les gens ne font pas forcément vraiment la différence. Et s'ils font la différence, ils ne le font pas objectivement. C'est-à-dire qu'ils vont dire, vous allez avoir trois personnes qui vont dire, une qui va dire le off, c'est des pièces entre guillemets limite. C'est tellement faux. Mais oui. Et j'ai trouvé formidable l'an dernier qu'Olivier Py, qui savait qu'il allait devenir directeur du IN, est allé jouer dans le off. Et je trouve que c'est des petites choses comme ça qui font que peut-être les choses bougeront à un moment donné. Mais moi j'ai eu des comédiens qui jouaient, que j'ai mis en scène, qui l'année d'après étaient dans la cour d'honneur. Et c'est comme ça, c'est la vie. La vie, je ne pense pas qu'un CV de comédien soit fait de in ou off. Voilà. Il faut, bien entendu, il faut casser toutes les frontières. De toute façon, tout ce qui appartient à la muraille doit être arrêté. Alors,
J'ai beaucoup apprécié dans ta pièce, parce que je ne savais pas, mais l'aviateur pensait qu'il allait jeter la bombe sur un pont. Hein. Pour moi, un pont, c'est tellement fort. C'était un deuxième choc pour moi, parce que le pont, c'est vraiment, symboliquement, c'est tout ce qui permet à deux rives de se rencontrer. Et donc, tu pourrais peut-être parler là-dessus, non? Sur le pont. Ouais, le pont. Sur le pont. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le pont? Oui, c'est le pont qui... C'est ce qu'on leur avait dit, ça va couper les forces d'Hiroshima, les forces militaires qui étaient basées à Hiroshima, ça va les couper du reste du pays, c'était ça l'idée. Mais sur le pont, non, je n'ai pas vu c'est plutôt la question du travail qui est symbolique. Le pont, symboliquement, oui. En plus, je sais que Anders avait écrit, le philosophe avait écrit un texte, L'homme sur le pont. Mais non, oui, c'était un prétexte. Là, non, merci de me poser cette question, qui ne m'arrange pas du tout. Tu vas me parler philosophiquement du pont, oui, bien. Moi, je suis plutôt dans le concret, en fait, ce que j'aime bien, même si j'ai des trucs philosophiques, de parler du concret, quoi. Et voilà, et le public privé, ce qu'il y a de plus terrible au théâtre, c'est que c'est un lieu qui est un lieu populaire où la cité se rassemble, bon, avec toutes les limites, évidemment, sur les limites publiques, bon, voilà, jusqu'au même au Moyen-Âge. C'est un lieu, quand on regarde la fréquentation qui reste, moi c'est ce qui me désespère, c'est tous les lieux de division sociale qu'il y a, et que le théâtre soit un lieu de division sociale où c'est un public bourgeois qui se l'approprie, et où on s'y retrouve, voilà, comme dans les théâtres subventionnés, dans les théâtres publics aussi, et soit c'est bon, c'est ça qui est absolument effrayant. Alors il y a des explications sociales et politiques à ça, mais comment faire en sorte il y a des explications tarifaires, mais pas que, parce que des fois maintenant il y a non, pas que, parce que même dans le public, qui normalement même à 5 est euros, plus les gens ne accessible. Mais justement, je trouve que même dans le public, on applique exactement le côté catégorie, enfin, tu vas à l'Odéon, enfin, excusez-moi, ou des choses comme ça. C'est sidérant de voir, enfin, même si on exclut, tu disais, on a cassé ce principe de l'œil du prince, où voilà, on a créé un théâtre à l'italienne, c'est autour de la vision d'un monarque, et on crée la perspective, et donc évidemment les gens sur les côtés, on s'en fout, on les met là-haut, c'est le poulailler, c'est le peuple, on les voit moins bien, ça divise. Mais aujourd'hui, cette division, même si au niveau de la scénographie elle disparaît, elle existe, ne serait-ce que financièrement aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des grilles tarifaires, et pourtant on est juste dans un siège de décalage, et on paye 40 € sa place, et derrière c'est 23, et dans le public. Et en même temps, là on peut se poser la question, c'est que un public lambda, ça ne va pas le déranger de dépenser 90 € pour aller voir Johnny Hallyday, c'est ça le vrai problème. Et qu'ils ne prennent rien. Là, je pense qu'ils verront mieux sur les écrans, chez eux, que vraiment là où ils sont. Et c'est là où ça me dérange. C'est que quand tu proposes quelque chose à 20, 30, 15 € ou même 5 €, les gens vont hésiter à y aller. Quand tu vas leur dire tu vas voir tel artiste dans un lieu complètement, pour moi, absurde, là où il ne devrait pas se faire, et ils ne vont rien voir, la proximité est là, ils vont les payer. Et pourquoi? Oui, parce qu'on n'est plus bankable. Le problème, il est là aussi. C'est qu'est-ce que c'est l'artiste aujourd'hui? Il est absolument nécessaire, comme la poésie d'ailleurs. Je pense qu'on est assez proche de la poésie. Il est nécessaire, l'humain a besoin de poésie. Sans poésie, c'est Villard qui disait un poète et tout est sauvé. Ben, c'est extraordinaire, mais je suis en parfait accord avec cette phrase. C'est vraiment, on peut sauver les choses qu'avec les poètes. Parce qu'actuellement, quand on voit les poètes du MEDEF, on voit bien qu'ils font des fautes qui sont terribles, même des fautes économiques. On oublie ça. La faute, on croit qu'elle est poétique, mais elle est là économique. C'est même plus philosophique, c'est même plus politique. D'un point de vue économique, c'est un mépris total de la réalité de ce qui nous arrive aujourd'hui dans nos sociétés où le capital a pris beaucoup de force.